C'est quand même bien beau de collectionner autant de DVD et Blu-ray, mais ça serait peut-être bien de les regarder, parce que quand je regarde la collection de western, il y en a quand même pas mal que j'ai pas vu. Tiens, bah... Allez. Fort Massacre avec Joel... Ah ouais, mais d'accord, mais Joel McCrea, il me casse un peu les couilles. Ceci dit, il me casse moins les couilles que l'autre, avec ses manières un peu... Enfin, bon... Randolph Scott. Ceci dit, je sais pas, c'est une idée qui me traverse l'esprit comme ça, mais qu'est-ce que vous en pensez si jamais je faisais des petites chroniques comme ça, 2-3 minutes, pas plus, une chronique par étagère. J'ai 26, 27 étagères, hein, je dois avoir quasiment autant d'étagères que d'être de l'alphabet, et comme ça on ferait le tour un petit peu de ma DVD Tech, hein, puis ça me permettrait de sortir un peu du bureau, hein, ça commence à être un petit peu chiant, hein, pour vous aussi. Donc voilà, entre deux chroniques d'X-Files, pourquoi ne pas aborder un petit peu... l'état de ma collection, ça nous permettrait d'évoquer quelques bangers, comme disent les jeunes, hein, comme Invasion Los Angeles de John Carpenter avec son fameux combat qui dure 3h45, L'Empereur du Nord de Robert Aldrich. J'aime beaucoup Robert Aldrich, un réalisateur extrêmement intéressant, bien énervé, et d'ailleurs en parlant d'énervé, Ernest Borgnine en contrôleur qui fracasse des crânes sur ceux qui n'ont pas payé leur ticket et les balanceurs du train, c'est pas mal. Rému dans L'étrange Monsieur Victor de Jean Grémillon, ça a été une surprise totale, je l'ai acheté sous un achat d'impulsion, hein, sur le site de SC, et puis bah, très récemment il y a le coffret Charles Bronson, j'aime beaucoup Charles Bronson, hein. Petit à petit je me fais une intégrale Bronson, donc qu'est-ce que vous en dites, est-ce que ça vous intéresserait, comme ça de temps en temps pour... aérer un petit peu la pièce, hein, c'est bien d'ouvrir les fenêtres, donc entre deux chroniques X-Files, c'est bien de parler un petit peu de la collection. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, on s'en fout, on continue de chroniquer X-Files. Allez, on y va. C'est quoi l'épisode d'aujourd'hui ? La Colonie, partie 1 et 2, avec un premier épisode écrit par David Duchovny et Chris Carter, c'est réalisé par Nick Mark, et la seconde partie, qui s'intitule en anglais Head Game, est écrite par Frank Spotnitz et Chris Carter, et c'est réalisé par Rob Bowman. Donc là, on a un diptyque qui pose vraiment la mythologie dans le dur, j'ai envie de dire, avec les hybrides, le fameux chasseur alien polymorphe, le sang vert, la sœur de Mulder, et surtout cette histoire de clone. On a donc l'arrivée de Frank Spotnitz avec la deuxième partie, qui deviendra un élément absolument indissociable de la série, indispensable, hein, on le considère même comme le bras droit de Chris Carter. Ils se connaissaient déjà depuis un moment, hein, ils fréquentaient tous deux le même club de lecture, et Frank Spotnitz avouera des années plus tard, dans ce livre franchement très intéressant, qui est absolument sans langue de bois, que il avait essayé de collaborer bien avant l'épisode La Colonie, mais toutes les idées qu'il avait étaient toujours refusées par Carter, qui imposait vraiment un rythme de staccanoviste à ses scénaristes, hein, ses collaborateurs, et ça sera d'ailleurs confirmé dans l'épisode suivant, Parole de singe, hein, je pourrais vous ramener des propos assez inédits du scénariste Steve de Jarnatt. Bref, on notera que David Duchovny est officiellement crédité comme co-scénariste, et d'après Wikipédia, il est d'ailleurs la suggestion d'un chasseur de primes alien, joué par Brian Thompson, qui a des faux airs du Terminator. D'ailleurs, il incarnait un des punks qui se fait buter, hein, dans l'ouverture du film éponyme de James Cameron. Depuis, évidemment, on l'a vu dans pas mal de séries B, comme le film culte qui m'échappe un peu, la Cobra, de Cosmatos avec Stallone. Bref, le clou du spectacle, c'est lui, hein, c'est notre chasseur alien qui a la possibilité de changer de visage, donc c'est bien pratique pour enchaîner les quiproquos. C'est une idée d'ailleurs qui ne me convainc plus beaucoup, je trouvais ça absolument génial quand j'étais ado, mais aujourd'hui je n'achète plus l'idée, car comme dans Face Off de John Woo, il y a la question de la taille et du gabarit, je ne pense pas que Travolta fasse la même taille de froc que Nicolas Cage. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'aille pas à fond dans l'idée. Imaginez que l'alien prenne subitement les traits de Scully, mais ne change pas sa taille. Donc on aurait comme ça une Scully bouffie, haute d'1m90, et puis on peut faire évidemment l'inverse avec un Mulder tout petit et gros. Alors bien sûr, on peut arguer que la technologie à l'époque n'était pas encore suffisamment au point, pas assez aboutie, mais regardez le procédé dans Darkman de Sam Raimi, il existait des astuces, hein, mettre des échasses pour paraître plus grand, ou être sur les genoux pour être plus petit. Bon, du coup, on n'y croit pas, et puis, on va pas se mentir, le morphing des années 90, quand c'était fait numériquement,
Eh ben, c'était pas tout à fait ça. Alors, après, il y a évidemment cette histoire de clone typique aussi des années 90. Hein. Comme je disais dans Musée Rouge avec l'histoire de la vache folle, X-Files et donc Chris Carter, qui vient du journalisme, s'intéresse beaucoup à l'actualité. Et les années 90, c'était le premier clonage animal. Le mouton Dolly, hein, si j'ai bonne mémoire. Du coup, on bouffait du clone à tous les râteliers. Hein, c'était la période aussi où je m'intéressais aux comics et j'avais très vite déchanté avec Spider-Man que je découvrais, avec cet arc absolument tout pété autour de l'idée que Peter Parker était en fait un clone d'un certain Ben Reilly. C'était franchement très capillotracté hein, comme idée. On a bien sûr Multiplicity, Mes doubles, ma femme et moi, d'Harold Ramis avec Michael Keaton. Ça c'est vraiment une comédie qui est extrêmement amusante avec un Michael Keaton absolument génial, sensationnel. Il fait absolument l'inverse d'Eddie Murphy, c'est-à-dire qu'il donne une vraie caractérisation à chacun de ses clones qu'on arrive à distinguer alors qu'ils ont absolument tous la même coupe de cheveux. Bref, Keaton, de toute façon, je le considère comme un des meilleurs acteurs américains en activité. Pour ce premier épisode du diptyque La Colonie, je veux pas paraître trop dur, hein, avec ça se regarde sans déplaisir. Il y a donc des éléments qui subsistent encore très intéressants dans cet épisode, comme par exemple la découverte du père de Mulder, hein, qui est absolument glacial. On voit qu'il serre la main à son fils, hein, on sous-entend que quelque chose s'est rompu entre eux. Il y a l'arme anti-alien hein, qui est devenue absolument donc c'est une espèce de pointe rétractable. Qui est devenu depuis un objet absolument iconique. Et puis il y a quelques idées sympas comme l'hybride qui se défenestre. Le truc c'est que la première partie en fait elle est filmée de façon extrêmement plate, même si on sent une volonté en fait hein, de donner du poids du coffre en fait aux chasseurs de primes, avec pas mal de plans en contre-plongée pour les plans d'ensemble, des plans poitrine, voilà, pour asseoir sa domination. Brian Thompson est plutôt bien mis en valeur. Malheureusement, Nick Mark, le réalisateur, c'est un pur produit de la télévision, en fait. Buffy, Angel, Charmed, Dawson, et puis bah ça se sent. Aussi, vous comprenez vite que j'ai une grande préférence pour le second épisode qui est réalisé par Rob Bowman. Visuellement, on voit la différence, hein, ne serait-ce que dans la composition des cadres, la direction artistique, notamment la photo, avec ce final magnifique autour d'un sous-marin échoué en fait sur la banquise. Visuellement, c'est très estomacant. On a comme ça une sorte de bloc qui se découpe sur un ciel noir avec une glace bleue. C'est presque abstrait. Et évidemment, on a aussi quelques plans torches qui balayent l'obscurité. Ça, c'est la marque de fabrique de Rob Bowman. Donc voilà, on a un épisode comme ça qui vous saisit, qui a vraiment les qualités plastiques d'un film de cinéma, et ça assoit ce que j'avance plusieurs fois en fait, que X-Files, contrairement à nombre de séries télé, même actuelles, on sent tout de suite qu'on tient un réal avec une personnalité d'un réalisateur plus basique. Hein. Bon, ça reste quand même extrêmement propre, hein, je veux pas non plus dévaluer le travail de Nick Mark. Donc moment fort pour ce diptyque, eh bien ce plan imparable déjà évoqué d'une silhouette humaine qui se relève, désarticulé après avoir fait une chute de plusieurs étages, et Scully qui découvre un bout de placenta avec un fœtus hybride encore vivant à l'intérieur. L'expression de Gillian Anderson, elle est vraiment incroyable, hein, à la fois dégoûtée, sidérée. Et puis bah, toute la fin de ce second épisode là où Mulder termine une investigation dans le sous-marin, je trouve ça vraiment ça m'a vraiment bluffé, et puis c'est vraiment très bien mis en valeur avec la HD que vous pouvez avoir accès via Disney+. Et voilà, et ben on se revoit très vite hein, pour l'épisode de Parole de singe, hein, bon, qui va nous refaire tomber plusieurs crans en dessous, et pourtant on a des trucs je pense assez intéressants à raconter là-dessus. À très vite, ciao.